Tu vois, Timo, Messieurs, bonjour. Ah, mais il parle au moment où je commence mon enregistrement. C'est une manie, ça, hein? C'est Pierre Carey qui prend la parole avant qu'on lui donne. Mais c'est normal, parce qu'il est impertinent et c'est ce qu'on aime aussi chez Pierre. Pierre, qui est le fondateur de Direct Vélo, qui est également en France l'un des journalistes qui a l'habitude de se rendre en Afrique, notamment sur le Tour du Rwanda, pour suivre un petit peu ce qui se passe sur ce nouveau continent. Et puis, nous avons également en notre compagnie Olivier Grandjean. Olivier Grandjean, qui est organisateur de courses en Afrique et qui... c'est toujours GSO, Olivier, ta structure. Oui, tout à fait, tout à fait. GSO qui organise donc des courses et notamment, on parlait du Tour du Rwanda, puisque c'est le dernier, enfin c'est pas le dernier en date, pardon, mais c'est l'un des tours récents qui a eu lieu sur le Tour africain. Sur le circuit continental africain. Olivier, merci d'être avec nous. Timo Scheffer qui nous a rejoint. Timo est allemand, mais il parle parfaitement bien le français. Timo, on va voir. on fera comme à l'école des fans qu'il ne connaît pas, mais que tout le monde connaît en France. On lui donnera une note et elle sera forcément bonne. Timo est coureur, directeur sportif, il cumule les casquettes au sein du team Bike Aid. C'était en tout cas le cas au cours de cette saison 2015. Bonjour Timo. Bonjour à tout le monde. Merci. Tu es où Timo actuellement? Je suis aux États-Unis, en Miami. Sympa. Oui, l'autre côté du monde, on va dire. Et pourquoi tu es actuellement à Miami? On fait un stage d'entraînement ici avec notre équipe parce que on a un nouveau partenaire des États-Unis et oui, on est là. D'accord. Olivier, toi, tu es en France? Oui, tout à fait. Bon, il y a un petit décalage avec l'image et Olivier. En France, où ça, pardon, Olivier? Annecy. Annecy, chez toi, à Annecy. Et Pierre aussi est en France. Pierre, chez toi, j'imagine? Tout à fait, dans les Pyrénées, à côté de Tarbes. Voilà, c'est la magie de TVLops et de cette plateforme Blab que l'on utilise avec plaisir, c'est qu'on peut justement dialoguer ensemble comme une visioconférence, mais à distance et parfois à longue distance. On rentre dans le vif du sujet avec le cyclisme africain. Le titre, entre fol espoir et rêve brisé. Fol espoir et rêve brisé, pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup du cyclisme africain. On en a parlé notamment sur le dernier Tour de France. Là, je parle pour le grand public. Donc, en dehors du circuit continental qui le concerne, on voit des coureurs émerger, y compris en World Tour, et on voit surtout des équipes et des courses. Là, je parle depuis peut-être une période un peu plus ancienne, se développer, apparaître et peut-être aussi chercher à rejoindre le Gotha. On a vu notamment en Afrique du Sud, d'abord, une équipe se créer, l'équipe MTN, qui est devenue ensuite donc cette formation que l'on a vue pour la première fois invitée sur le Tour de France cette année. Voilà, ça c'est l'introduction. Maintenant, et puis c'est la belle histoire, je dirais. Maintenant, une histoire n'est jamais simple. Elle est parfois tortueuse. Et pourquoi nous avons fait ce TVLops aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu un article paru dans l'IB cette semaine, article écrit sous la plume de Pierre Carey, qui nous laisse bien comprendre que le cyclisme, quand il se développe un peu vite, peut avoir des effets pervers. Et c'est le cas notamment en ce qui concerne les coureurs rwandais. Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Le Rwanda, c'est un pays qui est très nouveau sur la carte du cyclisme. On a déjà vu des coureurs rwandais participer aux Jeux Olympiques à Barcelone en 92. Et puis, c'était évidemment très faible à l'époque. Ce pays a connu un génocide en 1994 qui a causé la mort de 800 000 personnes. Et par les effets indirects d'une crise qui a longtemps duré, il y a eu plusieurs millions de morts. Donc, ce pays était entièrement dévasté et lorsqu'il s'est reconstruit, ça a été l'occasion aussi de remettre en marche une équipe rwandaise, une équipe nationale. Et alors, au début, quand le Tour du Rwanda est passé au calendrier UCI, organisé par Olivier, les coureurs rwandais étaient très timides, ils étaient débutants, ils ne marchaient pas forcément très très fort. Et évidemment, ça a beaucoup changé en peu de temps. Depuis 2 ans, 3 ans, les Rwandais sont très forts, beaucoup plus forts que les autres coureurs africains qui participent.
Ils ont du très beau matériel, donc on pourrait se dire c'est formidable, l'histoire elle est belle. Et c'est vrai que l'histoire est belle, mais évidemment il y a des nuances et les choses ne sont jamais aussi simples que ça. Et on a vu, par exemple, des coureurs qui tout d'un coup découvraient la célébrité, l'argent, euh, le monde sportif avec parfois les petites combines, parce que le sport c'est ça aussi, le sport de haut niveau. Et là on voit que le cyclisme rwandais est un carrefour. Aujourd'hui, ils sont très puissants, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à stabiliser ce phénomène du succès qui est tout nouveau. Leur responsable marketing et logistique, qui fait partie de l'équipe, a une phrase qui est une phrase très très préoccupante. Elle dit le succès est un concept étranger. Sous-entendu, le Rwanda n'est peut-être pas prêt encore tout à fait aujourd'hui à accepter d'avoir des grands champions sportifs. Alors effectivement, c'est ce qu'on va essayer d'analyser, puis d'élargir aussi le problème, parce qu'on ne parle pas seulement du Rwanda quand on parle du cyclisme africain, mais justement, j'aimerais avoir le point de vue d'Olivier d'abord et Timo ensuite sur ce cyclisme africain. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce cyclisme africain est vivant, vivace dans tout le continent africain, ou est-ce qu'il se limite justement à quelques pays seulement? Alors c'est vrai que le cyclisme africain est en plein développement, en pleine expansion. Malheureusement, l'expansion n'est pas la même partout. Elle n'est pas la même dans tous les endroits du continent africain. Si on reprend un petit peu en arrière, il y a une dizaine d'années, c'était plutôt le cyclisme ouest africain qui dominait un petit peu les débats, hormis bien sûr les Sud-Africains qui ont toujours été quand même à un niveau supérieur aux autres pays. Et petit à petit, on a vu arriver des pays, on va dire, nouveaux dans le cyclisme, comme l'Érythrée, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, des pays aussi comme le Maroc ou l'Algérie qui ont repris un petit peu du poil de la bête, puisque c'était quand même des pays dans les années 60-70 qui avaient un cyclisme important. Donc on voit que la carte du cyclisme africain, elle change et elle évolue. Et il y a quand même beaucoup de disparités entre ces pays, entre tous ces pays. C'est vrai que maintenant les pays phares, hormis l'Afrique du Sud et le Maroc, c'est l'Éthiopie, c'est surtout l'Érythrée et le Rwanda. Mais c'est vrai que des pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, étaient des pays qui étaient assez forts, même le Burkina, c'était des pays très forts il y a une petite dizaine d'années et qui finalement n'ont pas pris le train en marche. Ils sont restés un petit peu sur le quai de la gare. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose dans tous les pays. Timo, peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a emmené justement à mieux connaître ce continent et à prendre une part active dans ce cyclisme? Comment tu l'as appréhendé d'abord au départ le cyclisme africain? Bon, pour nous, chez Bikeaid, c'était une chose du projet social, parce que Bikeaid, c'est un club en Allemagne, le plus grand club cyclisme en Allemagne, qui se tourne aussi des charités, des projets charités. Et quand on a démarré l'équipe professionnelle, il se pose la question comment on va se faire pour être en ligne avec la philosophie du club, parce qu'on voulu être différent comme les autres équipes, parce qu'aujourd'hui les équipes c'est tout pareil. Il y a un directeur sportif qui font l'équipe et tout ça. Il y a un sponsor et oui, c'est tout pareil, mais il y a aucun, comment dire, sens derrière. C'est juste pour courir, pour faire des courses et tout ça. Mais chez nous, chez Bikeaid, c'était la question comment faire autrement, quelle est la raison sociale pour faire cette équipe, et le lien entre les spectateurs, le public et l'équipe. Et mais juste pour projet, en fait. Parce qu'on fait... Oui, pardon, juste une question.
Bikehead, pour tous ceux qui ne connaissent pas bien Bikehead, c'est une équipe où il y a plus d'Allemands, il me semble, que de coureurs africains. On est bien d'accord. Oui, c'est clair, parce que c'est pas fait d'un jour à l'autre. C'est une cible qui nous suivons, c'est aussi, on peut pas que prendre les Africains en Europe et les laisser faire. Ils peuvent pas apprendre tout seuls. Il faut. Oui, c'est pas possible. Il faut avoir aussi des coureurs européens pour stabiliser tous, pour développer un par un et prendre plus et plus. Et à la fin, on arrive où on veut. Et c'est pour ça, pour 2016, on a augmenté le nombre des coureurs africains de 3 à 6. On a doublé, mais c'est aussi des questions qui sont derrière. Hébergement, les vols, toute l'organisation, les programmes d'éducation après, parce que si les coureurs sont en Allemagne, ils font des programmes d'éducation comme les langues, les entraînements pratiques, les stages pour apprendre du know-how, du savoir-faire pour autre chose à part de cyclisme. Et ce sont des choses qui doivent être en place et on ne peut pas prendre les coureurs et juste laisser faire. C'est pas possible. Parce que aussi, c'est une mentalité différente, c'est une culture différente et il faut franchement faire attention qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pierre, quand tu entends Thibaut, est-ce que tu as l'impression que Thibaut, avec l'équipe Bikehead, a vraiment mené une expérience originale, unique, par rapport à ce qui est fait en Afrique, enfin avec le potentiel des coureurs africains, en tout cas différent, il me semble, de l'expérience MTN qu'on a connue, on va dire, dans l'époque pionnière. Le projet de Bikehead, il est super et il est unique parce que c'est un projet qui est vraiment très sincère à l'égard du cyclisme africain. Bien sûr qu'il y a plus d'Allemands que de coureurs africains parce que l'équipe elle est continentale, elle est enregistrée en Allemagne, donc pour respecter les règlements, il faut une majorité de coureurs du pays d'affiliation. Mais pour la première fois dans une équipe à la fois européenne et africaine, les meilleurs coureurs, pardon Timo, les meilleurs coureurs dans le niveau sont africains. Par exemple, quand on a un Mexed des Bessailles qui gagne plusieurs étapes autour du Rwanda, qui l'année prochaine va faire partie de l'équipe MTN qui s'appellera maintenant Dimension Data. Le coureur, vous l'avez eu dans votre équipe, Timo, c'est un super coureur en Afrique. Et je trouve que vous avez renversé la perspective. D'abord, vous les formez. Et tu l'as dit, c'est des mentalités différentes. Donc, vous les aidez à s'intégrer en Europe. Et deuxièmement, en course, on a, j'allais dire, selon la distinction un peu anglo-saxonne, on a des leaders africains et des domestiques européens. Alors que chaque fois qu'on a mélangé les deux dans une équipe, il y a eu une catastrophe. Les coureurs européens, au début, qui étaient censés servir de capitaine de route aux Africains, sont devenus les leaders et on s'est retrouvé avec des Africains qui portaient les leaders. C'est un peu le problème de MTN. MTN aujourd'hui est une équipe de moins en moins africaine, alors que l'équipe de Bikehead est une équipe de plus en plus africaine. Pierre, si tu as la possibilité d'attraper un kit piéton, on t'entendra mieux parce que là, c'est dommage, c'est très intéressant ce que tu dis, mais de mon côté, le son est pas merveilleux. Mais ça va, c'est audible, hein, c'est audible. Je te rassure, si tu n'en as pas, on te garde quand même, tu ne seras pas le maillon faible. Alors, Olivier, on parlait justement de l'importance d'encadrer le cyclisme africain. Moi, encadrer sans se substituer, sans donner, je dirais, le mauvais rôle aux coureurs africains. Moi, je me positionne maintenant par rapport aux pays dont tu parlais pour nous dire que ces pays étaient en train de se développer plus vite. Est-ce que ce ne sont pas les pays? Est-ce que ce n'est pas finalement la course? Quand on crée une course, on crée déjà les conditions pour qu'il y ait un cyclisme dans ce pays. Et en clair, en d'autres termes, est-ce que c'est pas en créant, je sais pas moi, la Tropicale Amissa Bongo au Gabon qu'on a commencé à créer un cyclisme gabonais? Au Burkina Faso, tu parlais de l'Europe de l'Ouest,
idem. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de Tour du Burkina, on aurait quand même eu de bons coureurs burkinabés? Et puis après, on pourrait dire exactement la même chose de l'Afrique australe. Est-ce que le cyclisme rwandais ne s'est pas développé à partir du moment où le Tour du Rwanda est apparu? Comment ça s'est fait? Qui de l'œuf ou de la poule a commencé? Alors, je pense que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, effectivement, grâce au développement de ces épreuves, le Tour du Faso notamment, au Burkina, c'est principalement le Tour du Faso qui a fait que les coureurs, les jeunes ont voulu devenir coureurs cyclistes, et donc ça a été un petit peu une sorte de, pas de modèle, mais de raison de se mettre au cyclisme. Au Rwanda, c'est un petit peu différent, puisque au Rwanda, on va parler du renouveau du cyclisme rwandais. Il est apparu en 2006, sous l'initiative évidemment de Job Boyer, l'ancien coureur professionnel, le premier américain à faire le Tour de France. Oui, qui avait couru sous la houlette de Cyril Guimard. Exactement, équipé de Bernard Hinault, et qui a terminé, je crois, 12e du Tour en 81 ou 12e du Tour. Donc c'est grâce à lui que le cyclisme rwandais s'est remis en marche. Grâce à lui, grâce aussi à une volonté de l'État, il ne faut pas se mentir, et surtout l'arrivée à la tête de la fédération de gens motivés pour développer leur sport et avoir effectivement une bonne image de leur pays, montrer une bonne image de leur pays à travers le monde. Et donc, le cyclisme, les coureurs au Rwanda sont arrivés avant le Tour du Rwanda, parce que le Tour du Rwanda, il est revenu international en 2009. Moi, j'ai travaillé à partir de fin 2008 sur le Rwanda pour remettre au goût du jour le Tour du Rwanda, puisque c'était une course qui était devenue une course locale, une course régionale, on va dire, avec des coureurs des pays alentours uniquement. Donc, il y avait déjà des coureurs cyclistes, très peu, c'est vrai, avec un niveau, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, pas très bon, ça, il ne faut pas se cacher. Les premières années, à part Adrien Nyanchuti, qui était déjà professionnel en Afrique du Sud, sinon les autres n'étaient pas au niveau, à part donc Adrien et puis Nathan Dukusanve, qui court toujours et qui va participer aux Jeux Olympiques à Rio l'année prochaine pour le mountain bike. Sinon, les autres coureurs avaient vraiment un niveau assez faible. Et donc, c'est une conjonction des deux, le fait d'avoir quelques coureurs qui ont commencé à participer au Tour du Rwanda, qui sont venus participer aux championnats continentaux, qui sont allés par exemple sur le Tour ivoirien de la paix qui a eu lieu en 2008. Voilà, donc ils ont commencé à courir, et puis après il y a eu le Tour du Rwanda, et les deux choses ont fait que simultanément, ça a fait évoluer les deux à la fois. Alors, je rappelle, j'ai bien écouté ce que tu as dit. Je vais passer la parole à Thibaut parce qu'on est toujours sur cette idée de savoir aussi maintenant ce qu'il faudrait faire pour améliorer le cyclisme en Afrique et comment procéder. Tu nous as donné, Thibaut, déjà un élément à travers l'expérience de Bikehead. D'un point de vue organisation, qu'est-ce qu'il manque? Alors, bien sûr, il manque de l'argent, mais je dirais, comme partout, il manque de l'argent. Chaque économie a un petit peu ses problèmes. Évidemment, davantage en Afrique, j'imagine, ou pas. Tu vas peut-être nous le dire. Je relance aussi les gens qui sont en notre compagnie pour leur dire qu'ils peuvent intervenir dans ce débat grâce à la possibilité de nous adresser vos questions. Donc n'hésitez pas, Timo, Pierre et Olivier sont là pour vous répondre. Timo, je te passe la parole. Comment faire pour permettre à ce cycliste de progresser sans tomber, je dirais, dans les difficultés dont nous a parlé Pierre tout à l'heure, sans tomber dans une croissance incontrôlée, on va dire, des mesures. Pour revenir au sujet que Pierre a lancé, ça c'est que moi je suis un petit peu inquiété parce que grâce au succès de Daniel Teclamalot au dernier Tour de France, tout le monde voit maintenant quel potentiel est sur le continent africain en termes de valeur de sport. Et je pense que toutes les équipes, toutes les fédérations, ils prennent leur temps pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire d'abord pour prendre des coureurs. Et si on reste dans le schéma européen et on traite les coureurs africains comme les coureurs européens, c'est galère. Mais
il faut sensibiliser tout le monde qui travaille avec le continent africain en termes de sensibilité, de culture, parce qu'il faut aussi, avec le Rwanda, on aura 2 Rwandais l'année prochaine dans l'équipe, et nous, il faut franchement travailler sur l'histoire de Rwanda, comprendre comment il fonctionne, parler avec des gens qui ont l'expérience avec le Rwanda en particulier, parce que c'est différent de Érythrée, de Gabon, de Cameroun. Mais aussi, il faut il faut continuer de développer le cyclisme en Rwanda comme en Afrique, comme en Rwanda. C'est pour moi un bon exemple, parce que là, il y a une belle course qui est parfaitement organisée, franchement. Ça fera plaisir à Olivier. Non, mais c'est la réalité, c'est vrai. Et à côté, il y a une équipe ou 2 équipes et un projet qui développe les coureurs et la culture du cyclisme. Et quand je prends l'exemple de Côte d'Ivoire ou n'importe quoi en Afrique de l'Ouest, il y a aussi des courses qui sont pas mal, qui sont peut-être pas bien organisées comme Rwanda, mais il y a aussi des bonnes courses. Mais les fédérations, ils essayent d'éviter de mettre la compétition avec leurs coureurs pour avoir la victoire à la fin. Et ça, c'est pas le bon chemin. J'ai pas compris ce que tu viens de dire, Timo. La dernière phrase, là, c'était pas clair pour moi. Quel est le problème, justement? En fait, je peux peut-être aider Timo. C'est tout à fait vrai ce qu'il dit. C'est que il faut qu'il y ait une volonté de tout le monde pour que ces pays-là se développent. C'est pas simplement d'avoir des bons coureurs, ça c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique et une volonté surtout de la fédération de vouloir développer son cyclisme. Ce que dit Timo, c'est que dans certains pays, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun par exemple, l'important pour eux c'est de gagner la course. Donc ils font tout pour y arriver, et par exemple en n'invitant pas certaines équipes comme Bikehead, parce que justement ces équipes-là sont plus fortes que leurs coureurs. Donc on évite de les inviter, ou alors on les invite une fois et ils gagnent la course, comme ça a été le cas avec Dan Craven qui a gagné le Tour du Cameroun il y a 3 ans je crois, ou 2 ans. Et l'année d'après, évidemment, on ne les invite pas parce que sinon, ils vont encore gagner. On devrait faire ça sur le Tour de France. Voilà. Plutôt que de se fâcher avec l'UCI, on devrait inviter que les équipes françaises. Et puis voilà. Non, ça serait bien dans l'air du temps, ça, en ce moment. Donc voilà, c'est ce que Timo disait, c'est tout à fait exact. Il faut qu'il y ait une volonté de tout le monde. Sinon, on n'y arrivera pas. Pierre, ton avis là-dessus? C'est une question politique, de toute façon, clairement. Pour bien comprendre le cyclisme africain, c'est pas nécessaire de comprendre le cyclisme, il faut surtout comprendre l'Afrique. Quelle est la situation de l'Afrique? Chaque crise évidemment replonge le développement d'un pays complètement en arrière. Timo, tu parlais de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu une situation de crise interne très grave il y a quelques années. Un de leurs meilleurs coureurs qui s'appelle Isiaka Cissé, qui ensuite a été au Centre mondial du cyclisme, qui l'année prochaine sera membre du club de Nice en France au niveau DN3. Isiaka Cissé a perdu 1 an, peut-être 2 années de sa vie à cause de ce conflit, évidemment, et ça lui a peut-être coûté une carrière professionnelle. Donc c'est avant tout de la politique. Au Congo, Pierre, qui est un pays extraordinaire, on rêverait d'avoir une course qui serait UCI. Il existe un Tour du Congo, ça serait bien qu'il soit UCI, mais il y a Comment? Avec la course qui existe avec un budget énorme. Un budget énorme, mais il n'y a pas de route dans un certain nombre de provinces. Et puis, il y a des difficultés politiques très importantes. Voilà, donc c'est toute cette situation. Pierre, juste t'interromps, tu as parlé du Centre mondial de cyclisme également. Teclaim Manout, par exemple, qui est le coureur qu'on connaît le plus en France après le Tour de France, est passé par le Centre mondial du cyclisme. On a pu quand même observer que pour les coureurs qui passaient par Aigle, il y avait justement un déracinement qui était parfois difficile ensuite à
comment dire, à Maîtriser. accepter que le coureur était un petit peu chamboulé dans son quotidien, et quand il rentrait dans son pays, ça se passait pas toujours bien. Bon, Après, il y a eu une volonté de l'UCI de développer des centres mondiaux sur le continent concerné. Où on en est de ce projet? ouais, ça évolue pas mal. C'est un peu, là pour l'instant, le Centre mondial, ils sont confrontés à une grande question. Est-ce qu'il faut mettre un maximum de coureurs en Europe, donc à Aigle, en Suisse, ou alors est-ce qu'il faut développer ces centres continentaux? Il en existe un en Afrique, à côté de Johannesburg, qui marche plutôt bien, mais qui bien sûr a besoin d'argent. En fait, là, on touche vraiment la question essentielle. Pourquoi ça marche dans certains pays, pourquoi ça marche pas? D'abord, il faut un cyclisme interne qui marche. Ça passe évidemment par une volonté de la fédération. Mais très important, dès que des athlètes commencent à être plutôt compétitifs, il faut les sortir du pays au plus vite. Et les meilleurs Rwandais, les 2 meilleurs Rwandais actuels, vont dans l'équipe de Timo l'an prochain, chez Bike Aid. Et ça, c'est très bien. Mais, et ça, c'est la 3e étape quand on les a sortis du pays, il faut que, bien sûr, la transition se passe bien. Parce que y a des problèmes d'adaptation. Mais là, c'est très intéressant qu'on commence à faire sortir ces coureurs, partir. Sinon, ils deviennent des stars à la maison. Les meilleurs Rwandais aujourd'hui, ils peuvent avoir jusqu'à $1,000 par mois de revenus. Et quand on travaille dans un petit café au Rwanda, on touche $50 par mois. Ouais. Donc évidemment, c'est pas forcément énorme, mais c'est vrai que ça ramené à l'échelle du pays, à l'économie du pays, c'est considérable. Voilà. Donc il faut bien ménager cette transition. Il y a beaucoup de coureurs africains qui ont aussi explosé mentalement, il faut le dire. Pour les quelques-uns qui ont percé, et bien sûr, on se réfère toujours à Daniel Teclemanot qui a un parcours extraordinaire. Il y a eu aussi beaucoup de gars. Et qui vient d'être élu, tu me le disais en préparant ce TVLOPS, qui vient d'être élu meilleur coureur africain. Enfin, élu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut aujourd'hui désigner un meilleur coureur d'un continent comme l'Afrique? Timo, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aujourd'hui désigner le meilleur coureur africain? Est-ce que Teklai Manout a été élu meilleur coureur africain? Est-ce que c'est réellement le cas? Bon, c'est une bonne question. C'est très difficile, oui, parce qu'il y a toujours différents aspects qui comptent. Et bon, en termes de publicité, pendant l'été, oui, Daniel était le meilleur cycliste africain. Oui, c'est ça. Et il est voté comme le meilleur cycliste africain maintenant de 2015 par l'organisateur de Amisa Bongo. Mais oui, c'est eux qui organisent. Moi, je vois quelqu'un comme Merhavi Kudus qui a un super talent et je pense que lui et Daniel, ils ont le même niveau. Mais Daniel, en ce moment, il a un petit avantage en termes de tactique et ça, c'est son avantage comparé par rapport à Merhavi Kudus. Ouais. Olivier, je te passe la parole juste après, Pierre. Olivier, on a l'impression que le Gabon, avec l'expérience de la Tropicale Amissa Bongo, essaie de se placer comme, on va dire, leader du cyclisme africain avec l'épreuve qui est, on va dire, au moins la plus richement dotée. C'est vrai qu'ils essayent de mettre en place des choses. L'élection du coureur du meilleur africain de l'année, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément très. Je ne veux pas dire que c'est pas pertinent, mais. Allez dire pas très démocratique. Hein, je te non, pas ça. Mais bon, c'est vrai que c'est comme l'a dit Timo, c'est vrai qu'au mois de juillet, on parlait que de Daniel, et tant mieux parce qu'on parlait du cyclisme africain, c'est déjà ça. Et je pense que le fait d'avoir mis en place ce classement, cette élection du meilleur coureur africain, c'est un petit peu pour se baser aussi sur le football, avec l'élection du Ballon d'Or africain. Et voilà, et ça permet aussi, l'avantage aussi, c'est que ça permet un petit peu de parler de cyclisme africain durant ces mois d'hiver où généralement les informations sur le cyclisme sont pauvres, puisque c'est en période creuse. Voilà, donc ça permet de parler du cyclisme africain, donc pour ça c'est bien. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile de dire quel est le meilleur coureur, sachant qu'il n'y en a pas un qui domine outrageusement.
Pierre, ça sera peut-être d'ailleurs la conclusion. Est-ce que pour toi, justement, que représente aujourd'hui maintenant l'Europe de l'Ouest, j'ai l'impression, hein, à travers moi, que j'ai entendu et qui ne connaît pas le cyclisme africain, j'ai l'impression qu'on a quand même deux façons d'appréhender le cyclisme africain, soit de l'Europe de l'Ouest, soit vu d'Europe australe. Est-ce que lequel va aller le plus loin, même si aujourd'hui on sait que les meilleurs coureurs viennent plutôt d'Europe australe, Afrique en tout cas. De l'Ouest, tu veux dire, ou Afrique australe? Oui, Afrique australe. J'ai dit Europe australe, oui, pardon. Non, là c'est sûr qu'il y a une grosse dynamique parce qu'en plus, de nouveau, il faut revenir à des réalités géopolitiques. Les pays ont des relations proches ou au contraire des relations d'inimitié et ils veulent s'inspirer les uns des autres. Clairement, l'exemple du Rwanda intéresse l'Érythrée. L'Érythrée et l'Éthiopie ont une relation évidemment extrêmement conflictuelle. Donc, l'Éthiopie a envie de faire la même chose que l'Érythrée maintenant. Il y a une dynamique très forte dans la région d'Afrique de l'Est qui peut aussi s'expliquer par le fait que le football est très faible dans cette région du monde. Mais voilà, aujourd'hui, rien n'est acquis. Le cyclisme d'Afrique de l'Ouest a été relativement prospère et plutôt stable pendant longtemps, même si fragile. Hein. Et aujourd'hui, il a beaucoup décliné. En revanche, le cyclisme d'Afrique de l'Est a progressé. Mais attention, les situations ne sont pas figées dans le temps. Et on parlait de ces deux Érythréens avec Simon tout à l'heure. Daniel Teklemanot est un bon exemple de quelqu'un qui a été bien géré par quelqu'un qui s'appelle Michel Thèse, qui est toujours son mentor, qui l'aide à gérer sa carrière à l'occidental, parce que le cyclisme est un sport occidental avec des codes occidentaux. Le cas de Meraoui Kudus est à mon sens beaucoup plus inquiétant. Meraoui a été recruté très jeune par MTN. Il a été plongé dans le grand bain du Tour de France très jeune. Je vous rappelle qu'il ne fait ses 22 ans que le mois prochain. MTN avait dit, mais il fera le Tour de France seulement la première partie, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le griller parce qu'il y a toujours cette peur que l'on grille les meilleurs coureurs africains. Et en fait, ils ont laissé Meraoui Kudus aller jusqu'au bout. Et clairement aujourd'hui, moi je ne fais absolument plus confiance à MTN pour développer les talents africains. Donc, il y a des places à prendre, il faut mettre en place des structures de formation, à la fois dans les pays, à la fois à l'échelle du continent, et puis, dernière étape en Europe, à condition, toujours, que cette formation se fasse dans des bonnes conditions avec des personnes qui soient saines d'esprit et qui ne prennent pas les coureurs pour les jeter. On a un exemple catastrophique qui est l'Amérique du Sud, en particulier la Colombie. Il y a des managers européens, des agents européens qui sont allés là-bas, qui prennent les coureurs et qui les jettent, qui les prennent, qui les jettent. Et peu importe qui les grille, de toute façon, il y a toujours un talent derrière. L'exemple de l'Amérique du Sud, pour moi, est un contre-exemple. Ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire avec le cyclisme africain. Eh bien, écoute, je pense qu'on a eu une conclusion qui, en tout cas, nous amènera sûrement à prolonger ce genre de discussion sur la mondialisation du vélo, et pas seulement à travers le cyclisme africain, mais à travers le cyclisme de tous les continents. Et je vais laisser Thibaut prendre son petit déj. On a vu que ça se préparait derrière. On l'a entendu, en fait. Hein. Bonne route, Thibaut, sur les routes d'entraînement de ce stage à Miami, donc en Floride. Merci à Olivier, qui, je sais, est pris par le temps, doit se sauver. Il était à Annecy et entre deux voyages en Afrique, sûrement pour à nouveau organiser des courses là-bas. Et puis Pierre, eh bien, écoute, c'était toujours brillant et on se retrouve très vite pour parler à nouveau du vélo qu'on aime tous. À très bientôt et merci de votre participation aujourd'hui pour ce numéro 13 de TVLops. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.